la langue, l'enregistrement. Parfait. Alors, la session est enregistrée, je crois. Est-ce que vous avez le message de l'enregistrement? Parce que j'ai fermé la transcription, en fait. Je trouve que la transcription n'est pas très utile. Alors, encore une fois, bienvenue à cette session Éducation ouverte et ressources éducatives libres 101, qui est présentée dans le cadre du mois de l'éducation ouverte. En fait, le mois de l'éducation ouverte, c'est une prolongation de la semaine internationale de l'éducation ouverte, #OEWeek, qui a lieu cette semaine et qui est un forum ouvert et collaboratif initié par Open Education Global en 2012. Et donc, depuis, cet événement annuel est devenu une occasion de partager, d'apprendre et de sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux de l'éducation ouverte. En travaillant ensemble, les bibliothèques universitaires, les conseillers pédagogiques et les personnes enseignantes peuvent créer des environnements d'apprentissage inclusifs, innovants et efficaces qui répondent aux besoins des étudiants, des personnes étudiantes. Alors ça, c'est une petite blurb sur la Semaine internationale de l'éducation ouverte et le mois de l'éducation ouverte. Toujours sur la première diapo, vous voyez ici que ce contenu est tiré en fait des dossiers qui le contenu s'appelle l'atelier en boîte NFLEO. C'est le contenu qui s'appelle notion fondamentale de leadership en éducation ouverte. C'est du contenu canadien qui a été créé par Canadian Association of Research Libraries et qui est distribué sous la licence Creative Commons Attribution. Donc, on va parler aujourd'hui brièvement des licences Creative Commons. Donc, je voulais attirer votre attention à ce symbole-là qui signifie qu'il s'agit d'une licence Creative Commons Attribution. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je me suis présentée. Je dis bibliothécaire à l'Université de Moncton. Je suis intégrée à la faculté des sciences, c'est-à-dire je desserre tous les départements de la faculté des sciences et je suis aussi bibliothécaire responsable du dossier sur la communication savante. Et depuis quelques années, je m'intéresse également aux ressources éducatives libres et à l'éducation ouverte. Donc, je fais un petit peu la promotion au sein de mon université et je fais partie aussi des groupes régionaux et francophones sur la réflexion sur les réels et collaboration avec nos collègues à travers le Canada et même à l'international. Alors, pour commencer, j'ai pensé faire une petite question rapide. Je ne savais pas combien de personnes on sera, donc je ne sais pas si on est à l'aise peut-être pour faire une tour de table ou si vous voulez juste vous présenter, parce que comme je dis, je vois quelques personnes externes. Ça serait intéressant d'avoir de voir cette vue d'ensemble qui sont les gens qui sont ici. Alors, la question, peut-être présentez-vous et qu'est-ce qui est l'éducation ouverte pour vous? Pourquoi vous intéressez à ce sujet-là? En fait, ici, on n'a pas besoin d'aller trop loin, mais si ça vous tente, vous pouvez le faire soit euh, à vive voix ou si vous voulez utiliser le clavardage, vous pouvez aussi le faire. Oui, Ella Marie. Oui, donc je me lance. Donc je suis Ella Duval, je suis conseillère en pédagogie universitaire à l'Université de Laval. Je suis rattachée à la faculté de médecine dentaire et en parallèle, je fais un doctorat en psychopédagogie à l'Université Laval et en co-tutelle avec la France. Pourquoi c'est important pour moi? Ben, je pense que c'est une question d'accessibilité des ressources, en fait, tout simplement. En tant que CPU, la veille, ça fait vraiment partie de mon corps de métier.
Mon but, c'est d'avoir accès à ce qui se fait dans nos milieux universitaires au maximum pour pouvoir faire le lien avec les enseignants. Donc, je pense que avoir des ressources que l'on peut partager de façon plus libre, c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup, Ella, enchantée. Et je suis tout à fait d'accord avec vos raisons de l'importance de l'éducation ouverte. Thierry, merci. Ok, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Ok, moi c'est Thierry Nono, je suis conseiller en documentation et en technopédagogique à l'Université de Moncton, campus de Chipagan. Je suis aussi chargé de cours de gestion et logiciels. Alors pour moi, je vois l'éducation ouverte vraisemblablement comme une approche qui comme vise à rendre le savoir accessible à tous et accessible aussi à des ressources éducatives libres et des pratiques pédagogiques innovantes parce que ce type d'éducation-là, pour moi, est vraiment comme important parce que elle va favoriser beaucoup de choses telles que l'inclusion, la stimulation de la collaboration et même aussi même la préparation des personnes étudiantes comme dans un monde en constante évolution. Bref, ça, c'est un peu ce que moi, je pense de ça, là. merci beaucoup Thierry. Puis oui, vous avez tout à fait raison. Vous avez nommé plusieurs mots-clés principaux en fait de ce sujet-là qui est l'accessibilité. Comme elle a dit tout à l'heure, l'inclusion, collaboration, on va toucher à tous ces éléments-là aujourd'hui lorsqu'on fait notre survol. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent se présenter et parler de l'éducation ouverte, de votre compréhension de l'importance de l'éducation ouverte? Et très bien, je ne vais pas vous forcer, peut-être Émir, oui, merci. Merci beaucoup. Émir Delic, je suis à l'Université Sainte-Anne et je suis en fait praticien, je vous dirais. Pour moi, un autre mot-clé que l'on associe de plus en plus, je vous dirais, j'enseigne depuis 20 ans environ, c'est l'interaction. C'est-à-dire de quelle façon est-ce qu'on amène les étudiantes et étudiants à interagir avec leur milieu, le milieu qu'ils connaissent, au lieu d'avoir justement une espèce d'enseignement unidirectionnel où le professeur déverse le savoir sur le groupe devant lui. Donc, j'ajouterais vraiment l'enjeu de l'interaction. Comment interagir avec l'environnement éducatif euh, comme dimension importante. Tout à fait, merci beaucoup Émir. Donc c'est ça, la co-création, puis l'inclusion des étudiants dans le processus d'apprentissage de façon active, c'est une des raisons clés d'utiliser les principes de l'éducation ouverte. Et on a Claude ici. Bonjour Claude. Bonjour Victoria. Oui, moi je baigne depuis 4 ans avec la Fabriquelle. On est un peu organisateur de l'événement du mois de l'éducation ouverte. Par contre, c'est encore un peu nébuleux pour moi l'éducation ouverte parce que la Fabriquelle, on a commencé par les REL qui était une partie d'éducation ouverte. Puis j'ai un peu de difficulté à situer les frontières de l'éducation ouverte. Par contre, j'ai une assise assez importante vers l'ouverture dans le sens que j'ai travaillé, en fait, j'ai fait presque toute ma carrière en formation à distance. Et longtemps, la formation à distance, surtout côté européen, s'appelait formation ouverte et à distance. C'est longtemps, ça a été longtemps associé ces deux concepts-là. Donc, la question de l'accessibilité était fondamentale depuis le début de la formation à distance, surtout dans les années 70, on a beaucoup axé sur cet aspect-là. Puis je trouve que dans ce sens-là, ça se rejoint énormément avec l'éducation ouverte. Et à la question pourquoi, je m'excuse de faire un pont avec les événements d'actualité internationale, mais je trouve qu'actuellement, il y a une tangente, c'est notre voisin vers le capitalisme à outrance. Puis ben, je pense que l'éducation ouverte peut être un pont pour contrer ça, peut être une façon de contrer ça. Bon, c'est la gratuité, l'accessibilité, l'égalité des chances. On est beaucoup dans cet univers-là. Donc, je pense qu'on va survivre à ce qui se passe actuellement, actuellement aux États-Unis et ailleurs dans le monde.
Et c'est peut-être même une bouée de sauvetage par rapport à tout ça, à tout ce vent de folie. Euh, alors voilà, donc l'éducation ouverte est là certainement pour rester. C'est une valeur profonde, puis je pense que c'est absolument fondamental qu'on continue de développer ça dans nos établissements d'enseignement. Non seulement en Amérique du Nord, dans la francophonie et partout dans le monde. Ah, tout à fait. Merci beaucoup, Claude. Vous avez vraiment fait un préambule très important dans le sujet. Puis oui, en fait, les définitions, on va essayer de voir toutes les distinctions, mais il y a l'éducation ouverte, il y a aussi la pédagogie ouverte, il y a les réels au milieu, les ressources éducatives libres, tout le matériel pédagogique, donc tout ça. Oui, tout à fait. On a aussi Florent merci beaucoup Claude, Florent qui veut se présenter aussi. Bonjour Florent. Le Oui, micro. donc bonjour tout le monde. Florip, je suis directeur général de la formation continue ici à l'Université de Moncton. C'est une thématique assez intéressante. Je pense que d'une certaine façon, l'importance de tout l'aspect de l'éducation ouverte dans le monde universitaire, il est évident aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit faire. Si on ne va pas le faire, on va être obligé de le faire à un certain moment. Surtout si on regarde, parce que je ne veux pas revenir avec tous les aspects de accessibilité, partage, qui sont vraiment les aspects clairs, clés et clairs aussi, qui ont été très bien décrits. Mais j'aimerais regarder surtout vers l'avenir. Quand on regarde l'apprentissage par MOOC, donc Massive Open Online Courses, donc toutes les plateformes EDX, Coursera et tout ça qui sont de plus en plus présentes et qui remplacent à un certain degré, si vous voulez, plusieurs aspects et plusieurs types de cours qu'on donne au niveau universitaire, fait en sorte que où on s'engage dans ce mouvement-là, ça fait quelques centaines d'années qu'il a commencé, c'est pas dans les années 1960, ça fait quand même presque 400 ans que l'accès à l'éducation et l'éducation ouverte a commencé d'une certaine façon. Donc, où on s'engage dans ça, ou d'une certaine façon, ben, plusieurs de nos aspects, de nos cours qu'on donne, ben, ils vont être obsolètes. Excusez-moi pour le bon terme en français. Et aussi, je pense que l'avènement de technologies actuellement, c'est pas juste l'intelligence artificielle, mais c'est surtout l'apprentissage dans l'ère de l'ordinateur quantique va complètement changer la façon qu'on apprend, l'accès aux ressources et aussi qu'est-ce qui va être important, c'est comment on utilise les connaissances et pas nécessairement comment on va acquérir les connaissances. Donc, il y a un mouvement qui va être assez profond entre, bon, j'ai ces connaissances-là, c'est surtout comment je veux mettre ces connaissances-là au service de la société et au service des organisations. Ah, merci beaucoup Florent pour cette réflexion, mais tout à fait, c'est beaucoup plus... En tout cas, ça va être beaucoup plus large que juste le contenu de notre discussion aujourd'hui, qui est, comme j'ai dit, simplement un survol des notions de base. Mais là, ce qui est intéressant, vous avez dit nouveau paradigme, puis j'ai des connaissances, comment je vais les utiliser, mais la disponibilité c'est juste ma réflexion tout de suite en réponse à ce que vous avez dit, mais est-ce que j'ai véritablement les connaissances? Est-ce que j'ai ces connaissances-là ou simplement j'ai accès à quelque chose qui peut me lister les choses, mais est-ce que c'est véritablement des connaissances que j'ai acquises et que je peux véritablement utiliser? Ben, oui, si Ouais. vous me permettez, c'est juste peut-être pour faire une autre 30 secondes. Je pense que la façon, donc l'apprentissage et la pédagogie dans l'ère de l'intelligence artificielle va complètement changer. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on pense, on va
on pense d'une certaine façon aujourd'hui, on va penser différemment demain, même si ça paraît encore une fois un paradigme. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va passer beaucoup plus dans une pensée qui est créative et qui doit créer de la valeur. Aujourd'hui, on est surtout dans une pensée qui est beaucoup analytique parce qu'on a besoin, à travers ce type de pensée, d'aller chercher l'information, d'aller chercher la connaissance. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec les modèles d'apprentissage futur dans lesquels la connaissance, d'une certaine façon, va être offerte et il va y avoir des compagnons qui vont avoir beaucoup de connaissances, mais ce n'est pas cette connaissance-là, c'est pas cette information-là, c'est comment on applique l'information dans un contexte donné pour arriver à créer de la valeur dans ce contexte-là. Je pense que ça va être important dans le futur. Tout à fait, tout à fait. Mais justement, j'espère que ça nous donne un segue de commencer à parler, de l'éducation ouverte, en tout cas de la matière d'aujourd'hui. Puis on a mentionné la co-création, donc vraiment ça ressonne tout ce que vous avez dit avec tout ce qui a été dit précédemment. Donc on va enchaîner avec les points qui vont être abordés aujourd'hui, mais comme j'ai dit, il s'agit vraiment d'un survol historique. Je ne vais pas m'attarder trop sur l'historique parce que je ne m'attendais pas que la partie introduction, la réflexion va être si populaire. Je suis très contente que vous étiez si engagés. Donc, on va passer très rapidement sur tout ce qui est l'historique. Puis, comme vous avez dit, il y a 400 ans, je ne vais pas remonter aussi loin, mais vous allez voir que c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier que ça a commencé cette réflexion-là. Puis, les notions de base, définition, caractéristiques clés, retombées sur l'enseignement universitaire. On en a discuté déjà lors de nos présentations. Donc, on va passer rapidement. Encore une fois, j'ai pris beaucoup de notes sur chaque projet, puis je vais juste passer rapidement comme ça par décennie, puis vous allez voir je commence par les années 90. C'est sûr qu'il y a eu des initiatives avant ça, même le premier que je mentionne ici, le GNU Project qui remonte aux années 80. Puis par la suite, donc, les projets qui sont plus en lien avec les ressources éducatives libres et les autres éléments de l'éducation ouverte. Donc, je mentionne ici le mouvement de FOSS ou FLOSS, c'est le Free libre open source software, donc c'est la continuation de GNU Project. Par la suite, 91, c'est le dépôt, la plateforme d'archives ouvertes archive.org qui existe toujours et qui était la première archive ouverte pour le dépôt des manuscrits dans les domaines des sciences, plus particulièrement l'informatique, physique, mathématiques. Donc, aujourd'hui, il y a une grande variété d'archives ouvertes, mais archive.org, c'est toujours une plateforme des plus solides qui existe de nos jours. Par la suite, projet Merlot, projet qui a commencé à California State University et qui est une initiative coopérative de partenaires universitaires. En fait, c'est la mise en ligne d'objets éducatifs qui sont contribués par des membres. Il y a des ressources ouvertes ainsi que sous le droit d'auteur. Les peer-reviewed, en tout cas, j'ai un mélange d'anglais et de français, c'est ça, j'essaie de passer rapidement. À l'heure d'aujourd'hui, il y a plus de 100 000 ressources éducatives sur la plateforme Merlot. D'ailleurs, moi-même, j'ai fait une révision comme père, j'ai fait une révision d'une ressource sur cette plateforme-là. Par la suite, on a OpenStax qui date de 1999. Il s'agit d'une plateforme de Rice qui vient des États-Unis, Rice University. Alors, c'est le High Quality Peer Reviewed Openly Licensed College Textbooks. Puis depuis 2012, ils font aussi la création, c'est-à-dire sur cette plateforme, on peut créer aussi des textbooks. Aujourd'hui, c'est une des plateformes les plus utilisées aussi des ressources éducatives libres, principalement en anglais.
Par la suite, si on passe rapidement à la prochaine décennie, j'espère que ça... Voilà, dans les années 2000, là, vous allez voir qu'il y a quand même... C'est assez concentré, surtout au début des années 2000, avec le premier que j'ai ici, c'est le MIT Open Course Ware, date de 2001. Ça, c'est simplement la mise en ligne, mais vraiment, MIT était des pionniers dans ce mouvement-là, en ce qu'ils ont mis en ligne tout le matériel pédagogique de tous leurs des milliers de cours qui sont enseignés à MIT. Alors, puis par la suite, il y avait aussi le mouvement des MOOC que je ne mentionne pas ici, mais vous avez mentionné, Florent, tout à l'heure, les Massive Online Open Courses. C'était en lien aussi avec le MIT Open Courseware. Par la suite, il y a eu quelques événements sur justement le forum UNESCO sur les didacticiels ouverts qui date de 2002. Alors, ce forum sur l'impact des didacticiels libres pour l'enseignement supérieur dans les pays en développement. Et c'est là, en fait, que l'expression ressources éducatives libres a été créée lors de ce forum 2002. Mais au début, donc, des rails, c'était vraiment juste du didacticiel libre, c'est-à-dire simplement la mise en ligne du matériel pédagogique. Et dans les 20 dernières années, depuis le début des années 2000, donc le concept des ressources éducatives libres a évolué vers l'éducation ouverte et pédagogie ouverte, etc. Donc, ce qu'on va toucher aujourd'hui un petit peu. Par la suite, il y a aussi le mouvement du libre accès à la recherche. Donc, tout ce mouvement du libre, en fait, ça s'interagit aussi. Donc, 2002 voit la signature de l'initiative de Budapest, qui est une des déclarations clés pour le mouvement du libre accès à la recherche. Les publications scientifiques doivent être mises en ligne, pas doivent, mais c'est le libre accès aux publications scientifiques. Par la suite, 2003 voit la signature de la déclaration de Berlin sur le libre accès à la connaissance. Donc, dans les mêmes années, on a la mise sur place de la plateforme Creative Commons en 2001. Puis par la suite, en 2002, c'est les licences Creative Commons qui est une branche, en fait, de cette initiative-là qui fournit des solutions techniques, légales et aussi des politiques pour permettre le partage de connaissances de façon éthique, inclusive et at large. Et aussi en 2003, on a aussi la création de la plateforme canadienne BC Campus. Donc, c'est une plateforme de l'éducation ouverte en Colombie-Britannique. En fait, c'était la première plateforme au Canada. C'est en fait des pionniers au Canada et aussi sur le plan international, on peut dire. Alors, c'est une plateforme qui est appuyée par le gouvernement provincial, qui est financée par le gouvernement provincial et qui, depuis les 20 dernières années, permet la création et la mise en ligne de ressources éducatives libres qui sont utilisées par l'enseignement supérieur en Colombie-Britannique et bien sûr partagées librement au monde entier, qu'on peut les utiliser. Mais en Colombie-Britannique, justement, ça fait partie de leur paysage de l'éducation postsecondaire. Puis il y a eu énormément d'avantages à ça, bien sûr, les économies financières pour les étudiants, mais pas que. Il y a beaucoup plus d'avantages à utiliser les ressources éducatives libres. Par la suite, je passe rapidement à déclaration et directive sur les REL. Dans les années 2000, on a la déclaration du CAP sur l'éducation libre, déclaration de Dakar sur les REL, les lignes directrices de l'UNESCO et de Commonwealth of Learning sur les REL dans l'enseignement supérieur. Donc, vous voyez, il y a eu quand même, c'est un sujet qui a fait l'objet de beaucoup de réflexions, puis toutes les politiques sur le plan international, surtout pour les pays en développement, mais pas uniquement. Donc, il y a eu beaucoup d'activités qu'on peut voir ici. Dans les années 2010, il y a eu 2 congrès mondiaux sur les REL, les ressources éducatives libres. Lors du premier congrès en 2012,
la déclaration de Paris sur les réels a été signée. Et donc, il y a eu plusieurs recommandations qui ont été ressorties, mais de façon générale, on parlait de soutenir les institutions, former et motiver les personnes enseignantes ainsi que tout autre personnel à produire et à partager des réels accessibles et de qualité. Donc, ça, c'est des mots-clés importants en tenant compte des besoins locaux et de la grande diversité des apprenants. Promouvoir l'assurance qualité et l'évaluation des réels par les pairs. Donc, les réels, ça, c'est une des pensées que les gens puissent avoir, comme d'ailleurs c'est le cas avec les articles en libre accès, par exemple, que j'ai vu beaucoup au début du développement du dossier sur le libre accès, que tout ce qui est dans le libre accès, la qualité est moindre, donc ce n'est pas le cas. Les réels comme les publications en libre accès sont évaluées par les pairs dans les plus stricts critères scientifiques. Alors, ça, c'est le premier congrès. Par la suite, le deuxième congrès mondial sur les réels 2017, plan d'action de Ljubljana sur les réels, signé par plus d'une centaine d'États membres qui ont formulé 41 recommandations en faveur de l'intégration des réels et précise que l'utilisation des réels doit être soutenue par des politiques vigoureuses. Ça, c'est les deux congrès mondiaux. Dans les années 2010, il y a également d'autres développements, la création de la coalition des institutions ayant une politique du libre accès. Donc, ça, c'est plus du libre accès à la recherche, aux publications. Nous, au Canada, on a vu la signature, pas la signature, mais la politique des 3 organismes sur le libre accès aux publications en 2015. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons le draft, la version révisée provisoire qui date de 2025, qui est actuellement en révision. Et donc, cette politique-là qui date maintenant de 10 ans va être mise à jour. Et puis, j'ai vu déjà quand même des modifications notables. Et en 2019, donc, il y a eu des recommandations sur les réels de l'UNESCO. Alors ça, c'est un très bref aperçu historique de tous les événements, la documentation, les initiatives qui ont touché au réel et à ce qu'on connaît aujourd'hui comme éducation ouverte. Alors ici, parlant des définitions, mais c'est quand même très, je dirais très vague, mais on ne va pas aller dans beaucoup de détails. Déjà, l'heure qui avance, puis juste pour vous, je voulais juste, mon objectif est juste de vous donner quelques notions de base. Donc, ce qu'on appelle une éducation ouverte, mais en fait, c'est une approche en éducation visant l'élimination des barrières à l'apprentissage par 2 facteurs principaux, soit la mise en place de pratiques éducatives ouvertes dans les cours et la création et l'utilisation des ressources éducatives libres. Donc, les réels sont vraiment au cœur de toutes ces activités-là. Donc, ça, c'est une définition de CARL, l'Association des bibliothèques de recherche du Canada. Et donc, là, on arrive à présenter les réels comme tels. C'est quoi? On a déjà mentionné le mot plusieurs fois aujourd'hui. Donc, les réels sont des matériels d'enseignement, d'apprentissage et de recherche sur tout support numérique ou autre, existant dans le domaine public ou publiés sous une licence ouverte. On va parler des licences tout à l'heure, qui permettent l'accès, l'utilisation, l'adaptation et la redistribution gratuite par d'autres sans restriction ou avec des restrictions limitées. Donc, on va décortiquer un petit peu tout ça. Donc, les matériels d'enseignement, d'apprentissage et de recherche au sens large. Donc, quand on parle des ressources éducatives libres, ce n'est pas uniquement des manuels de cours, mais ça peut être tout objet pédagogique, en fait, qui est créé, qui peut servir à des fins d'éducation, d'apprentissage, d'enseignement. Et donc, ici, j'ai juste une petite note de bas de page pour dire que les licences ouvertes, encore une fois, sont fondées dans le cadre strict existant du droit à la propriété intellectuelle. Donc, ce n'est pas un abandon du droit d'auteur, mais en fait, c'est une décision consciente d'assigner des droits d'usage aux autres.
Donc, les licences ouvertes sont fondées dans le cadre existant du droit à la propriété intellectuelle et respectent la paternité de l'œuvre. Alors, les ressources éducatives libres sont libres de coût. Ça, c'est vraiment la première condition. Donc, il n'y a pas de coût associé à l'utilisation des ressources éducatives libres et idéalement de barrières. Ça, c'est le mot barrière est quand même assez chargé de sens parce que il y a toutes sortes de barrières. Puis même nous, on a comme créateurs, on a des bonnes intentions. Puis on pense que on diffuse notre réel sans aucune barrière, mais il existe des barrières quand même de tous les niveaux. Ça peut être des barrières technologiques, ça peut être des barrières d'accès à Internet, ça peut être des barrières d'expertise que pour des personnes, c'est comme la fracture numérique, en fait, ça fonctionne sur beaucoup de niveaux. Donc, idéalement, les ressources éducatives libres sont libres de coûts et de barrières. Et la définition principale, ce sont des permissions 5R qui sont attribuées aux ressources éducatives libres, c'est-à-dire la permission de retenir l'objet, de le réutiliser, de le réviser, remixer, et redistribuer. En fait, en anglais et en français, les deux, les 5 R, c'est vraiment l'élément clé, c'est les permissions d'effectuer toutes ces opérations-là avec l'objet pédagogique. Donc, ça, c'est la clé d'une ressource éducative libre. Donc, on a ces deux éléments-là, libre de coût de barrière plus les permissions 5R, et ça s'applique aux documents autant imprimés et numériques, mais principalement, on parle bien sûr des documents numériques, parce que c'est là qu'on peut faire beaucoup de ces opérations-là. Les exemples de réel, ici, c'était juste pour ajouter un petit peu de visuel dans ma présentation, mais vous voyez, il y en a des centaines et des milliers. On a vu tout à l'heure toutes ces plateformes-là qui permettent la création et le partage des réels. Donc, simplement voir comme ça, tant en anglais qu'en français, mais bien sûr, il y a beaucoup plus de réels en français. En anglais, excusez-moi. En français, on veut créer plus de réels. Voilà. Ça, c'est quelques chiffres que j'ai ressortis. Ça date d'il y a quelques mois. J'avoue de ne pas les mettre à jour tout de suite pour la présentation d'aujourd'hui, mais ça nous donne quand même un aperçu des réels en quelques chiffres et plateformes au Canada. Et alors ici, on a les plateformes canadiennes BC Campus que j'ai mentionné tout à l'heure et leur Open Collection. Le nombre de réels, à peu près ce montant, 650. Et aussi la troisième colonne, ça montre le nombre de réels en français qui n'est pas beaucoup. Ensuite, il y a la deuxième plus grande plateforme au Canada, c'est le eCampus Ontario à 51. Voilà, donc vous avez bien fait Fabric Réel. Je vais descendre tout à l'heure. Ensuite, on a Toronto Metropolitan University Pressbooks. Il y a ces quantités-là de réel et de réel en français. Open Education Alberta, Open Press Saskatchewan. Ensuite, notre plateforme régionale qui s'appelle OER Atlantic, Réel Atlantique. Je vais en parler en fait plus en détail dans ma prochaine session, dans cette mini-série sur l'éducation ouverte. Donc, le 17, je viens de parler, je vais faire un rappel à la fin, mais je vais présenter cette plateforme régionale, en fait, qui donne accès, c'est une plateforme Pressbooks pour les 4 provinces de l'Atlantique où on peut créer ou adapter, travailler avec les réels. Et Fabric Réel, comme Claude nous a envoyé l'information mise à jour, c'est uniquement en français, n'est-ce pas, Fabric Réel? Les réels que vous créez uniquement en français, c'est une initiative formidable qui existe depuis quelques années, puis c'est au Québec, puis c'est ça. Donc 51 cette année et 14 nouveaux projets. Bravo. Bravo, une belle initiative, puis beaucoup de documentation également qu'on peut utiliser, donc je m'en sers tout le temps de vos ressources et aussi, bien sûr, les réels comme tels. Alors, ça, c'est le paysage canadien qui date d'il y a quelques mois, mais ça vous donne quand même une idée
l'adoption des ressources éducatives libres ici au Canada. Ici, je voulais faire une petite discussion, mais je ne sais pas si on va vraiment s'attarder, mais je vais vous donner un indice ici. Donc, en fait, oui, je vais ouvrir la question. Avez-vous déjà utilisé des ressources éducatives libres dans votre propre travail? Je vais peut-être m'adresser aux professeurs, aux personnes enseignantes participantes. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cette question. Je suis curieuse à savoir si c'est quelque chose que vous avez déjà utilisé ou pensé à le faire. J'ai pas beaucoup de personnes enseignantes ici, mais bon, en fait, cette discussion-là, j'aurais aimé la voir. Ça serait intéressant quand même d'avoir votre retour d'expérience. Mais en fait, la deuxième question, c'est un petit peu ça mon segue pour parler des licences Creative Commons. Comment saviez-vous que c'était une règle? Mais c'est justement cette la possibilité de l'utiliser pour vos fins éducatives, puis travailler avec cette ressource-là, le traduire, le partager, le remixer, diffuser, etc. Donc ça, c'est en fait, on a parlé de ces 5 R qui sont rendus possibles grâce aux licences Creative Commons. Et donc, ces licences-là, je vais faire une survol très rapide. Il y en a 6 licences Creative Commons qui sont c'est le CC pour Creative Commons, plus la désignation de domaine public CC 0. Donc, l'auteur d'un ouvrage peut décider dès le départ de mettre leur travail dans le domaine public. C'est la licence CC 0. Les licences sont plus permissives que le modèle traditionnel tout droit réservé. Vous allez voir qu'il y a quand même un étonnoir, c'est-à-dire ça va des licences les plus permissives aux licences plus restrictive, mais même la licence la plus restrictive va être plus permissive que le modèle traditionnel tout droit réservé du droit d'auteur. Alors, les personnes créatrices utilisent les licences ici pour étiqueter clairement comment les autres peuvent exercer leur droit d'utilisation. Donc, on va voir, puis je vous donne la référence vers le règle sur le droit d'auteur. Donc, ça donne beaucoup d'explications, puis c'est une ressources éducatives libres, donc vous pouvez l'utiliser si ça vous intéresse, vous pouvez l'utiliser aussi pour vos propres fins éducatives ou autres. Alors ici, juste un petit schéma rapide des licences Creative Commons, que ça va de plus ouvert, qui est la licence 660, qui est le public domain, le domaine public. Puis la licence CC BY signifie que vous pouvez utiliser l'œuvre pour toutes ces 5 R qu'on a vu tout à l'heure et vous devez simplement indiquer la paternité de l'œuvre que vous avez utilisée. Par la suite, la troisième licence, c'est la licence CC BY, la paternité, l'attribution de paternité et share alike. Donc, si vous utilisez l'œuvre et vous allez partager votre propre règle basée sur l'œuvre précédente, vous devez le partager sous la même licence, share alike. Par la suite, vous voyez, donc ça, c'était la partie verte, qui était les licences plus permissives, donc plus de permissions. Et maintenant, on va dans les licences qui sont plus restrictives, mais c'est quand même des licences, des ouvrages que vous pouvez utiliser avec beaucoup de possibilités. Donc là, ici, nous avons la licence CC BY ND, ça veut dire no derivatives. On ne peut pas modifier l'ouvrage, mais on peut quand même faire certaines choses et il faut toujours indiquer la paternité. Donc, vous voyez, la partie paternité, ça s'applique à tous les 6 licences. Maintenant, on arrive à NC, ça veut dire pas d'usage commercial. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour des fins commerciales. Et les 2 dernières sont vraiment les licences qui sont relativement restrictives. Donc, on a la licence pas d'usage commercial et partagée dans les mêmes conditions, share alike. Et la licence la plus restrictive des licences Creative Commons, c'est la licence où il faut attribuer la paternité, mais on ne peut pas utiliser aux fins commerciales et on ne peut pas modifier, donc no derivative, c'est-à-dire on peut simplement
partager, on peut diffuser l'œuvre. Donc, ça, c'est la licence la plus restrictive. Ici, je pense que je vais parler tout à l'heure d'autres éléments. C'est pour ça que j'ai fait les petits encadrements. Je vais juste, j'ai vu qu'il y a eu un commentaire de Karine. Au Québec, nous avons lancé un sondage. C'est pas forcément ce genre de... ouais. Oui, donc c'est vraiment en plein développement. Puis je sais qu'au Canada, on réfléchit aussi à la politique nationale et à des lignes directrices. On essaie quand même, on essaie de créer de faciliter l'accès et la découverte des ressources, la création aussi des ressources éducatives libres. Merci beaucoup, Karine, de votre commentaire. Donc ici, je propose encore une fois, un petit peu de visuel et les exemples, l'image de présentation PowerPoint qui sont sous licence CC BY. Exemple de ressources auxiliaires, donc l'utilisation, la version originale qui était par la suite utilisée par d'autres avec la licence l'attribution de la paternité uniquement. Donc, on peut réutiliser les ressources. Révision d'un manuel en libre accès, ça c'est la licence, pas d'usage commercial et partagé dans les mêmes conditions. Donc, il y en a des milliers, donc j'ai juste proposé quelques-uns. À titre d'exemple, sur le site web de Creative Commons, on peut trouver l'outil de sélection de licence pour votre travail. Donc, c'est très convivial, c'est très facile d'utilisation. Si vous voulez apposer la licence Creative Commons à votre travail, bravo. Donc, on peut aller sur le site Creative Commons et répondre à des questions simples pour déterminer quelle licence vous conviendrait le mieux. Et par la suite, donc, vous intégrez les renseignements sur votre ressource et informez les utilisateurs de leurs droits 5R, comment ils peuvent utiliser votre travail. D'ailleurs, moi, je regarde justement la ressource de Fabric Rail sur comment valider une rail. Donc, ça donne une séquence d'actions, comment rendre votre travail une rail bien fait, ressources éducatives libres, avec tous les avantages que ça puisse donner. Maintenant, il y a quelques bémols que même, comme j'ai dit tout à l'heure, même si on a les meilleures intentions, il y a des choses auxquelles il faut penser pour s'assurer que notre contenu est le plus ouvert possible. Donc, comme David Wiley, qui est un des philosophes, des penseurs originaux de ce mouvement-là de l'éducation ouverte et des ressources éducatives libres. Alors, comme il dit, les mauvais choix techniques peuvent rendre le contenu ouvert moins ouvert. Et ici, je donne exemple du cadre qui s'appelle ALMS en anglais ou traduit en français, ça peut être ANMA, donc accès aux outils de modification d'édition. Le niveau, j'explique chaque point, le niveau d'expertise requis. Par la suite, on a si l'ouvrage, la ressource est significativement modifiable, et aussi self-sourced, le dernier S pour ressources autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, on parle des choix techniques. Faire des choix techniques les mieux adaptés aux activités des 5 heures, c'est important. À titre d'exemple, le premier point, accès aux outils de modification d'édition. Les formats ici, on utilise les formats qui peuvent être révisés ou remixés à l'aide d'outils disponibles gratuitement et qui fonctionnent sur toutes les principales plateformes. Par exemple, ici, on utilise OpenOffice, contrairement à des outils de modification d'édition qui sont propriétaires, qui sont plus difficilement accessibles, etc. Donc, ça affecte l'ouverture de votre contenu. Par la suite, le niveau d'expertise requis. Par exemple, si vous avez mis votre fichier vidéo en tant que ressource éducative libre, mais ça prend un certain niveau d'expertise assez élevé pour pouvoir, par exemple, pour pouvoir modifier, remixer ou faire de quoi avec ce fichier vidéo. Donc ça, c'est le niveau d'expertise requis. Si le document peut être significativement modifiable,
difficile ou impossible. Donc, ça va de quelque chose qui, par exemple, une image numérisée d'un document manuscrit va être très difficilement modifiable, même si vous l'avez mis comme contenu ouvert, mais c'est des barrières techniques qui ne permettent pas la manipulation désirée peut-être. Donc, une image numérisée d'un document manuscrit versus le contenu ouvert qui est publié de manière facile à réviser ou remixer, par exemple, un fichier texte. Que ça prend pas d'outils compliqués ou de niveau d'expertise pour modifier ce document de façon significative. Et le dernier point, c'est le self-source. Si le format privilégié pour la consommation du contenu ouvert est le même que celui qu'on peut utiliser pour la révision et remixage. Donc, ça, c'est le quatrième comme élément de considération lorsqu'on pense aux solutions techniques pour rendre notre contenu ouvert. Donc, je vais aller rapidement au prochain point qui est justement sur les licences ouvertes, que les obligations et les restrictions légales qui rendent le contenu ouvert moins ouvert. Donc, on a dit qu'il y a des licences plus restrictives que d'autres. Donc, même parmi les licences Creative Commons, les licences comme par exemple Share Alike ou pas de dérivés, donc pas de modification. Ça, c'est des licences ouvertes, mais qui mettent quand même des restrictions. Donc, vous vous rappelez, dans le monde idéal, il n'y a pas de barrière au réel, mais ça, c'est barrières et restrictions. Donc, ça, c'est quand même des barrières qu'on impose, soit par nos choix techniques, soit par notre choix de licence qui est attribué. Donc ici, c'était juste un exemple que j'étais chercher pour parler du cadre ANMA, pour analyser un petit peu une ressource éducative libre random que j'ai choisie pour voir comment ça va sur les 4 éléments. Donc ici, ça va plus ou moins bien. La partie textuelle qui est facile à modifier, mais la partie vidéo, par exemple, est plus difficile à modifier et le document PDF ne sera pas facilement modifiable. Donc, c'est tous ces éléments-là, les considérations à avoir en tête. Et maintenant, je vais aller rapidement pour vous parler de la pédagogie ouverte. Encore une fois, je remonte un petit peu pour vous donner l'historique. En fait, en faisant mes lectures un petit peu sur le sujet, je suis tombée sur l'article de Claude Paquette qui date de 1979 et qui est intitulé « Quelques fondements d'une pédagogie ouverte ». Je sais que c'est un article qui est quand même assez connu parmi mes collègues qui travaillent avec l'éducation ouverte dans le domaine. Donc ici, on parle d'un ensemble de procédés pédagogiques applicables dans une classe, mais bien sûr, c'est dans le contexte éducatif, et qui est centré sur l'interaction qui existe entre l'étudiant et l'environnement éducatif qui lui est proposé. De cette interaction se dégageront des liens significatifs pour l'étudiant qui lui permettront de déclencher son processus d'apprentissage. Donc, c'est vraiment centré sur l'étudiant et sur cette interaction-là qui lui est proposée pour déclencher son processus d'apprentissage. Et les 4 fondements de la pédagogie ouverte dans le sens de 1979, c'est quand même la fondation plus philosophique qui est toujours très moderne dans ce sens, le respect des différences individuelles, la croissance individuelle, une influence indirecte de l'éducateur qui permet de créer ce climat d'apprentissage pour les personnes apprenantes et un processus de l'apprentissage naturel issu du dynamisme interne de l'étudiant. Donc ça, c'est les 4 fondements de la pédagogie ouverte tel qu'expliqué par Claude Paquette. Et aujourd'hui, donc, la pédagogie ouverte aujourd'hui, au cœur, comme j'ai mentionné déjà, ce sont toujours des règles, et dans son sens le plus direct, le plus simple, c'est le fait qu'il n'y a pas de coût associé aux ressources éducatives libres, donc pas de coût. Ça donne un accès facilité pour les étudiants et
automatiquement, on va dire, c'est bien sûr très simplifié, mais c'est ça nous donne l'amélioration des résultats de l'apprentissage. Pas de coût, accès facilité, amélioration des résultats de l'apprentissage. Mais en fait, il faut pas penser au réel et à l'éducation ouverte comme un simple remplacement des manuels de cours commerciaux, donc simplement l'aspect financier. Donc, c'est pas le seul, c'est important, mais c'est pas le seul. Donc, le potentiel est vraiment beaucoup plus grand. Il y a des capacités additionnelles. On a mentionné la co-création, on a mentionné tous les autres éléments très importants tout à l'heure lorsqu'on a fait notre tour de table. On parle de l'apprentissage holistique. Donc, ici, j'ai une petit schéma qui nous rappelle bon, les 5 R des ressources éducatives libres et un autre élément qui fait partie du paysage traditionnel, si vous voulez, de l'enseignement universitaire, c'est les devoirs, mais qu'on appelle, encore une fois, c'est David Wiley qui parle des devoirs jetables, comme il dit, c'est les devoirs que les étudiants détestent de faire et les profs détestent de corriger. Ce sont des devoirs qui n'ont aucun sens à l'extérieur de ces petites circonstances peut-être de l'apprentissage. Donc, ces devoirs jetables, mais ce qu'on propose de faire dans l'esprit de la pédagogie ouverte, c'est vraiment de se débarrasser des devoirs jetables et de penser peut-être en anglais, on dit disposable assignments. Donc, penser plutôt aux activités qui apportent une véritable valeur ajoutée au monde. Donc, ici, je vais faire une petite citation. Donc, c'est qui vient aussi des définitions de l'UNESCO. Alors, ici, je vais aussi mentionner l'article. Excusez-moi, je regarde l'heure, c'est pour ça que je commence à aller beaucoup plus vite. Donc, What is Open Pedagogy by David Wiley. Puis vous remarquez la date quand même, c'est 2013. Donc, il y a eu peut-être des avancées depuis, mais la base était mise autour de cette date-là. Donc, dans cet article-là, il ressort à peu près 130 influences positives sur l'apprentissage des principes de la pédagogie ouverte, donc l'utilisation des ressources éducatives libres et en lien avec les activités de co-création, de travail avec les personnes apprenantes dans une autre vision. Et puis, je vous cite ici l'UNESCO pour dire que l'utilisation judicieuse des règles, c'est le principe de base, associé à des méthodologies pédagogiques adaptées, à des contenus pédagogiques bien conçus et à des activités d'apprentissage variées. Donc, tout ça, l'ensemble de tout ça peut offrir un plus large éventail d'options pédagogiques innovantes qui permettent de faire participer plus activement les éducateurs et les apprenants en tant que membres de sociétés du savoir diverses et inclusives au processus éducatif et à la création de contenu. Donc, tout ça, c'est vraiment la vision de la pédagogie ouverte, c'est de faire de cet enseignement et de l'apprentissage vraiment une introduction au monde à l'extérieur, d'apporter une valeur ajoutée au monde, puis de créer des citoyens, des sociétés du savoir diverses et inclusives, et qui participent à la co-création aussi de leur apprentissage et les réels qui peuvent servir à d'autres pour continuer leur propre réflexion et apprentissage. Donc ici, voilà, donc la définition actuelle de la pédagogie ouverte, le test ultime, en fait, c'est toujours les 5 R. Si vous faites une activité, une technique, est-ce que ça peut qualifier de pédagogie ouverte? Est-ce qu'il est possible sans les 5 R caractéristiques des réels? Si votre activité ou approche technique que vous êtes en train de faire, si elle ne nécessite pas les 5 R des R, donc il s'agit d'une pratique éducative efficace, mais pas nécessairement de la pédagogie ouverte. Alors, la pédagogie ouverte est l'ensemble des pratiques d'enseignement et d'apprentissage qui ne sont possibles que dans le contexte de libre accès et des autorisations 5R,
qui caractérisent les ressources éducatives libres. Je trouve que, merci beaucoup Émir. Alors, je trouve que cette définition est quand même assez, c'est comme une boucle sur elle-même. Là, on parle des réels, qu'il n'est pas possible des réels, mais bon, c'est pour ça, quand on parle des définitions, c'est vrai qu'il y a peut-être d'impactage, de unpacking, ou peut-être une autre réflexion à faire, mais on a essayé de couvrir l'éducation ouverte, les ressources éducatives libres qui sont au cœur de toutes ces activités-là, et aussi la pédagogie ouverte qui je trouve, c'est plus une réflexion philosophique. Et donc, la pédagogie ouverte permet de créer des personnes apprenantes engagées, complètes et améliorent d'autres techniques d'apprentissage actif en permettant aux personnes étudiantes d'être créatrices et collaboratrices dans les environnements ouverts, réfléchir à leur propre processus d'apprentissage, puis c'est vraiment individuel, exercer leurs droits 5R et créer un travail qui vit à l'extérieur de la salle de classe, donc out avec les devoirs jetables, puis vraiment créer de la valeur ajoutée. Et voici des exemples, développement à petite échelle, développement d'une banque de quiz pour un manuel de cours. Ça, c'est très intéressant. En fait, ici, ça date de 2017, la source de ce travail, ce devoir qui était proposé aux étudiants de créer eux-mêmes des questions pour le test, pour le cours de psychologie. En fait, c'est pour le manuel ouvert de psychologie sociale. À la fin du travail, 35 personnes étudiants ont produit une banque de 1400 questions. Puis moi, récemment, j'ai assisté à un webinaire sur le même, qui parlait d'une même expérience de créer cet assignment, de créer des questions de quiz. Puis en fait, c'est comment dans pour ce devoir, le professeur, lui, il agit comme menteur, plus comme un coach. Puis les étudiants font le travail. Puis il y a aussi le travail de la révision par les pairs qui est fait par les étudiants. Donc, c'est hyper intéressant. Puis ça crée le devoir devient vraiment meaningful. Puis ça permet aussi, ça donne un résultat qui sort, qui donne de la valeur ajoutée à l'extérieur du cours en question également. Donc, ça, c'est un exemple. Puis, il y avait un autre exemple ici. Je voulais aussi mentionner les initiatives de pédagogie ouverte à l'UQAM, qui sont comme Fabrique Réel au Québec. Donc, à l'UQAM, il y a quand même il y a des initiatives intéressantes, comme par exemple les projets de création de réel, projets pédagogiques à l'UQAM. Donc, il y a des liens ici qui pourraient être intéressants à consulter. Il y a un espace de collaboration d'apprentissage destiné aux membres de la communauté universitaire. Puis à l'UQAM, il y a une forte communauté de wikipédiennes, des personnes qui sont très impliquées dans Wikipédia. Alors, ça apporte aussi un aspect très intéressant. Et donc, je vois qu'on est à l'heure. Puis d'ailleurs, moi, j'ai fini. On n'a pas le temps de faire l'activité, mais bon, on a eu 1 heure, puis on a eu une belle discussion au début. Et je voulais simplement finir par vous remercier et aussi rappeler vous rappeler aussi les 2 activités. En fait, l'activité que je vais donner le 17 mars, ça va parler plus particulièrement des projets à l'Université de Moncton, mais aussi des conseils pratiques de création de réel. Et je vous rappelle aussi la programmation francophone du mois de l'éducation ouverte. Donc, c'est le calendrier qui est créé par la Fabrique Réel avec le comité de programmation. Puis plusieurs institutions offrent de nombreuses activités pendant le mois de mars. Alors voilà, j'ai fait le tour. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Je vous souhaite une belle semaine de relâche pour ceux qui sont en semaine de relâche, un bon mois de l'éducation ouverte et au plaisir de continuer la discussion, notre conversation. Et je vous souhaite une bonne utilisation des réels et bonne discussion sur l'éducation ouverte. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci, Victoria. Dis-moi, où seront disponibles l'enregistrement de tes 2 présentations ici?